Vingegaard réveillé à 2 h du matin. Pogačar à 5 h. En plein Tour de France, entre la 14e et la 15e étape, les deux favoris ont été soumis à des contrôles antidopage nocturnes inopinés. La réaction du peloton a été immédiate. Inhumain, manque de respect, mauvais timing. Mais un tel contrôle est-il légal? La réponse est oui, et je vais vous expliquer pourquoi et dans quelles conditions très précises. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 2026, entre la 14e et la 15e étape du Tour de France, les contrôleurs antidopage ont frappé à la porte de Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard pour des contrôles antidopage inopinés. Vingegaard a été réveillé à 2 h du matin, Pogačar à 5 h. Ces contrôles ont provoqué la colère du peloton. Remco Evenepoel les a qualifiés d'inhumains. Le manager de l'équipe Visma a dénoncé un mauvais timing, estimant que ces contrôles perturbaient la récupération des coureurs. Mais le parquet de Paris a confirmé à l'AFP que ces contrôles avaient bien été autorisés par un juge des libertés et de la détention de Paris, saisi par l'ITA, l'International Testing Agency, en application de l'article L232-14-4 du Code du sport. Les contrôles antidopage de nuit ont été introduits en droit français par l'ordonnance du 30 septembre 2015 afin de mettre le Code du sport en conformité avec le Code mondial antidopage. Concrètement, ils permettent de procéder à des prélèvements entre 23 h et 6 h du matin au domicile du sportif ou sur son lieu d'hébergement. Ça peut être un hôtel, un centre d'entraînement ou une résidence de compétition. Mais ils ne concernent pas tous les sportifs. Ils sont réservés aux sportifs appartenant au groupe cible d'une fédération internationale ou d'une organisation nationale antidopage, ainsi qu'aux sportifs participant à une manifestation sportive internationale. Et même de nuit, le contrôle doit se dérouler dans le respect de la vie privée et de l'intimité du sportif. Il se limite au prélèvement d'échantillons et au recueil de ses observations. Il n'est évidemment pas question d'une investigation générale dans le lieu d'hébergement. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, un contrôle antidopage nocturne ne s'improvise pas. Par principe, il repose sur le consentement écrit du sportif. Ce consentement peut être recueilli à différents moments, notamment directement par l'Agence française de lutte contre le dopage, la FLD, ou lors de l'inscription à une compétition internationale. Mais si ce consentement fait défaut, cela ne signifie pas que le contrôle devient impossible. Le directeur des contrôles de l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage ou l'organisme compétent, peut saisir le juge des libertés et de la détention. Le procureur de la République est alors préalablement informé et peut s'opposer au projet de contrôle. Le juge, quant à lui, ne peut autoriser un contrôle de nuit que dans des circonstances très précises définies par l'article L232-14-4 du Code du sport. Il doit exister des soupçons graves et concordants laissant penser que le sportif a contrevenu ou est sur le point de contrevenir aux règles antidopage, et il doit également exister un risque de disparition des preuves, par exemple lorsqu'une substance dopante est susceptible d'être rapidement éliminée par l'organisme. Les deux conditions sont cumulatives. S'il estime ces conditions réunies, le juge rend une ordonnance écrite et motivée qui doit viser un prélèvement déterminé et exposer les raisons qui justifient un contrôle en pleine nuit. À peine de nullité, les opérations ne peuvent avoir d'autre objet que ce prélèvement précis. Si le législateur a prévu l'intervention d'un juge, c'est parce qu'un contrôle antidopage de nuit constitue une atteinte particulièrement importante aux libertés individuelles. Il peut avoir lieu au domicile ou dans la chambre d'hôtel du sportif. Il porte directement atteinte au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, protégé notamment par l'article 9 du Code civil et par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le juge des libertés et de la détention est précisément le magistrat chargé d'autoriser les mesures qui portent atteinte à ces libertés. Son intervention n'est donc pas une formalité administrative, elle constitue une véritable garantie de la légalité du contrôle. Si le contrôle est couvert par un consentement valable ou s'il a été autorisé par le juge des libertés et de la détention, le refus du sportif de s'y soumettre constitue une soustraction à contrôle. Les conséquences peuvent être particulièrement lourdes. Le sportif s'expose à des sanctions disciplinaires et administratives pouvant aller jusqu'à plusieurs années de suspension, au même titre qu'un contrôle positif. Au-delà du cas de Pogačar et de Vingegaard, cette affaire met en lumière une tension fondamentale du droit du sport. D'un côté, la lutte contre le dopage suppose des contrôles efficaces
et parfois un véritable effet de surprise. De l'autre, les sportifs conservent des droits fondamentaux, notamment le droit au respect de leur vie privée et de leur domicile. Et il existe aussi une autre réalité que le droit ne mentionne pas explicitement, mais qui paraît difficilement contestable. Le sommeil et la récupération font partie intégrante de la santé du sportif et de son activité professionnelle. D'ailleurs, par comparaison avec les perquisitions nocturnes en droit commun réservées à certaines infractions particulièrement graves, le régime des contrôles antidopage de nuit apparaît particulièrement intrusif au regard de la nature des infractions recherchées, qui sont des infractions sportives. Le législateur a choisi d'autoriser ces contrôles, mais uniquement sous réserve de garanties procédurales particulièrement strictes. Au regard des informations rendues publiques, ces contrôles semblent avoir été autorisés conformément à la procédure prévue par le Code du sport. En définitive, cette affaire ne pose sans doute pas la question de la légalité des contrôles nocturnes, elle pose celle de leur proportionnalité. Le droit les autorise sous le contrôle d'un juge, mais les réactions du peloton montrent que leur compatibilité avec les exigences de la haute performance sportive continue d'interroger, et c'est probablement sur ce terrain que le débat est appelé à se poursuivre. Si vous avez des questions relatives au droit du sport ou à la réglementation antidopage, n'hésitez pas à me contacter. Et si cette vidéo vous a intéressé, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité juridique du sport.